Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre. Les Maliens vont choisir un nouveau président, celui qui succédera à Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013. Eh bien, dans le cadre de cette présidentielle, 24 candidats sont en lice, dont Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, et son principal rival, l'ex-ministre des Finances, Soumaïla Cissé. De ces élections est attendue la relance de l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 qui accumule les retards dans un pays où persistent les attaques djihadistes. Eh bien, mesdames, messieurs, dans cette émission spéciale Mali, nous recevrons pour vous Issaga Campo. Il est expert électoral et ancien président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et également Sori Kaba Diakité. Il est journaliste malien. Nous parlerons bien sûr de la présidentielle au Mali. Nous parlerons également de Khalifa Sall, l'opposant qui annonce sa candidature à la présidentielle depuis la prison au Sénégal. Et nous parlerons également du divorce politique consommé entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. C'est en Côte d'Ivoire. Les Maliens ont rendez-vous avec les urnes ce dimanche 29 juillet 2018. Ils vont désigner le successeur d'Ibrahim Boubacar Keïta, soit 11 ans, élu en 2013. Et les cœurs battent déjà la chamade, tant du côté des 24 candidats que du côté des électeurs. Mais à quelques heures du vote, la lancinante question de la fiabilité du fichier électoral n'est pas encore réglée. De quoi provoquer une crise politique aiguë dans un pays déjà fragilisé par les violences au nord et au centre. En effet, le fichier électoral déchaîne toutes les passions et les ardeurs dans la classe politique malienne. Un fichier électoral totalement différent de celui audité le 27 avril par l'Organisation internationale de la francophonie OIF, selon les explications données la semaine dernière par Thiébélé Dramé, directeur de campagne de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition et challenger selon les estimations du président sortant. En effet, si le fichier mis en ligne le 4 juillet par le gouvernement faisait état de 8 105 154 électeurs, celui audité par les experts internationaux de l'OIF revendique, lui, un chiffre de 8 462 électeurs, soit un surplus d'une centaine de milliers de voix. Conclusion, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un fichier parallèle, avait ajouté Thiébélé Dramé. Si l'administration malienne reconnaît les erreurs techniques dans la mise à jour du fichier, elle rejette toutefois la tentative de fraude. Les tables 2, 3 et 4 du fichier mis en ligne n'ont pas été mises à jour. Cela veut dire le nombre de villages a changé, on n'a pas mis à jour. Le nombre de bureaux de vote a changé parce que la loi a changé, on n'a pas mis à jour. Et c'est de là que provient l'erreur qui a servi à intoxiquer l'ensemble des citoyens en leur donnant de mauvaises informations, a expliqué le 24 juillet Mohamed Ag Erlaf, ministre de l'administration territoriale chargé de l'organisation des élections au Mali. La mission d'observation électorale de l'Union européenne invite pour sa part tous les Maliens à une entente autour de cette liste électorale. L'essentiel pour tous est que ce scrutin se déroule de façon crédible et transparente et surtout dans des conditions de sécurité maximum. En Côte d'Ivoire, plus rien ne va entre Guillaume Soro et le président de la République, Alassane Ouattara. Entre ces deux ex-compagnons de lutte, le courant semble définitivement coupé. Dans un post sur sa page Facebook, Guillaume Soro a ouvertement dénoncé l'absence d'un état de droit en Côte d'Ivoire suite à l'affaire Samba David. C'est effectif, le camp du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro a définitivement rompu les amarres avec le RDR et son président d'honneur Alassane Ouattara. Et pendant ce temps, on note un revirement dans le procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. La Cour suprême casse la décision d'acquittement de Simone Gbagbo. Le verdict avait été donné à la majorité des 6 jurés civils à la suite d'une requête en annulation de cette décision introduite par l'avocat des victimes, Maître Koulibaly Soungalo. Cette décision a donc été cassée et l'affaire renvoyée à nouveau devant la cour d'assises. Cette fois, avec un nouveau juge président. L'épouse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, actuellement également jugé pour crime contre l'humanité à La Haye, sera à nouveau devant les juges pour le même chef d'accusation, crime contre l'humanité. Notons que ce rebondissement dans l'affaire qui oppose Simone Gbagbo et la justice ivoirienne intervient 16 mois après avoir évité de peu
la prison à vie. Une première au Sénégal, le maire de Dakar, incarcéré depuis mars 2017, annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste allié à l'APR, le parti du président Macky Sall, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, a décidé de mener campagne pour l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé à février 2019. Il l'a annoncé ce jeudi 26 juillet par communiqué de presse invitant les Sénégalais, je cite, à refuser que le seul choix qui leur soit donné soit celui de la perpétuation du régime actuel. Pour rappel, le maire de Dakar est accusé de détournement de deniers publics, un crime qu'il réfute, prétextant d'une manipulation politique émanant du régime de Macky Sall pour étouffer l'opposition. Si le cas est inédit au Sénégal, il n'est pas insurmontable, selon les proches de Khalifa Sall. Libre ou en détention, Khalifa Sall participera à la campagne, prévient Babacar Thioiba. S'il est condamné en appel, le maire de Dakar se pourvoira en cassation ou il devra être à nouveau condamné pour être définitivement écarté de la compétition électorale. Même dans ce dernier cas de figure, ces équipes envisagent des recours notamment auprès des juridictions supranationales. Alors que l'entourage du président Macky Sall aborde sereinement l'élection présidentielle de 2019, semblant certain de sa réélection, les affaires politico-juridiques qui secouent le Sénégal donnent de l'ampleur à l'opposition. D'un côté, le maire de Dakar, dont la détention a étendu sa notoriété par-delà ses administrés dakarois. De l'autre côté, Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade et ancien ministre en exil au Qatar. Reste à voir si l'un depuis le Qatar et l'autre depuis une cellule de maison d'arrêt pourront mener campagne. Et scénario inédit, si les Sénégalais se choisissent un président incarcéré. Mesdames, Messieurs, je l'ai annoncé à l'entame pour cette émission spéciale Mali. Je reçois pour vous, depuis le Mali, Issaga Campo. Il est expert électoral, enseignant-chercheur et ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Dites-moi aujourd'hui, Issaga Campo, quels sont selon vous les enjeux de cette présidentielle? Les enjeux de cette élection, c'est d'abord le problème sécuritaire que vit le Mali depuis 2012 au nord du pays. Et aussi cette ramification de la crise sécuritaire au centre du pays avec des sociétés donc liées à des guerres communautaires, à un conflit communautaire entre Peul et Dogon notamment. Et l'autre question importante, elle est relative au fait que le président actuel qui a géré le pays pendant 5 ans se trouve être assez critiqué par les partis politiques de l'opposition et la société civile. Donc les Maliens sont en train de voir est-ce qu'il y aura une alternance au sommet de l'État pour la première fois où un président en exercice ne va pas avoir un deuxième mandat ou malgré toutes les critiques faites à son endroit, donc les Maliens encore feront confiance au président candidat. Quelle analyse faites-vous du mandat de Ibrahim Boubacar Keïta et que pensez-vous de sa candidature à sa propre succession? Le mandat écoulé, le président candidat a travaillé spécifiquement sur l'accord d'Alger qui a été signé en 2015. Et cet accord d'Alger, malgré sa signature par toutes les parties prenantes, peine à se réaliser. C'est vrai que récemment, le MOC, le mécanisme opérationnel, a commencé à être mis en place. Mais malgré tout cela, au nord jusqu'à présent, l'autorité de l'État ne s'exerce pas pleinement. Au centre aussi, c'est vrai qu'en 2012-2013, on avait une partie, la zone inondée surtout, a connu quelques problèmes sécuritaires. Mais le problème sécuritaire a pris tout le centre et une partie aussi de la région de Ségou. Donc je pense que le mandat de IBK a été surtout de gérer les questions liées à la sécurité. Maintenant, l'analyse par rapport à son bilan, c'est les partis politiques, les candidats eux-mêmes défendent. Le candidat sortant défend son bilan, les partis d'opposition critiquent, une partie de la société civile aussi critique.
Maintenant, on verra parmi tout cela ce que les Maliens vont décider le 29 juillet. Et parlant des attentes du peuple, dites-nous, que sont-elles? Les attentes du peuple malien par rapport au prochain mandat, c'est surtout la sécurité au centre du pays et aussi la sécurité au nord du pays. Avoir un pays unifié, avoir un pays où il y a la paix, avoir un pays dans lequel, ou du nord au sud, les gens peuvent circuler librement, les gens peuvent commercer librement. C'est d'avoir la quiétude de travailler pleinement pour avoir donc le fruit de ce travail. Je pense que l'attente de tout le peuple malien, c'est d'avoir une paix, une véritable paix, une paix durable. Et quand on regarde les messages de campagne, tous les commentaires, tous les candidats donc parlent de cette paix. Donc cette paix-là, je pense que c'est ça la plus grande attente pour le prochain mandat. Alors, Issaga Campo, vu que la CEDEAO s'est engagée particulièrement à accompagner cette élection, en tout cas c'est ce qu'a déclaré M. Ouedraogo, chef de file de la commission, pensez-vous que de sérieuses dispositions sont quand même prises pour la transparence et la crédibilité de cette élection? La transparence et la crédibilité du scrutin résident dans le fait que la loi électorale a été modifiée pour permettre la transparence de ce scrutin. Les partis politiques sont dans les bureaux de vote, donc à travers les assesseurs, la majorité de l'opposition, et ce sont ces représentants qui identifient les électeurs, et le procès verbal qui est le film de la journée est remis aussi, ce procès verbal un exemplaire est remis à chaque représentant donc de la majorité et de l'opposition comme assesseur dans le bureau de vote. Donc c'est un système participatif. Maintenant, par rapport à ça, ça dépendra de la qualité des gens qui vont être dans le bureau de vote. Sinon, pour le reste, donc la modification de la loi permet en théorie d'avoir une certaine transparence du scrutin. Issaga Campo, expert électoral, avez-vous un avis sur les projets économiques qui ont été proposés par les candidats, les 24 candidats en lice? Par rapport aux aspects économiques, tous les candidats ont un programme ambitieux. C'est des milliards de millions de francs CFA donc, qui sont déroulés par les différents candidats. Mais la question que l'on va se poser, comment avoir ces fonds pour réaliser des investissements économiques assez conséquents. Et la plupart des candidats aussi dans leurs projets de société parlent du monde rural. Et ce monde rural, c'est les équipements, donc une agriculture où la petite d'abord va disparaître petit à petit. C'est de faire des routes, c'est aussi électrifier l'ensemble du pays. Je pense que tous les candidats sur les aspects économiques ont pratiquement la même vision, donc les mêmes propositions. La question que nous sommes posée, vu le contexte global au niveau mondial où l'argent se fait rare de plus en plus, où les Occidentaux eux-mêmes ils ont de sérieux problèmes, maintenant quel sera le candidat le plus intelligent, en tout cas le plus stratège, à faire des levées de fonds afin de booster l'économie nationale et afin que le panier de la ménagère puisse être amélioré considérablement. C'est des promesses et on attendra de voir donc quand le prochain président sera élu et quand il va commencer à exercer et comment il va s'y prendre donc pour réaliser toutes les promesses faites lors de cette campagne électorale. Les groupes rebelles ont promis qu'ils vont participer à ce scrutin, ils vont participer à la sécurisation. L'armée malienne aussi est déployée, la force Barkhane et aussi l'aménagement. On attend maintenant de voir concrètement sur le terrain comment ça va se passer. Sinon, en théorie, donc les élections doivent se passer normalement au niveau du Kidal la preuve. Certains candidats, à commencer par la seule dame qui est candidate, sont allés à Kidal. Non, pour le reste, le dimanche, on saura comment les choses vont se passer. Et voilà donc, merci à vous Issaga Campo, vous êtes expert électoral, enseignant-chercheur, ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante du Mali. Merci d'avoir répondu présent à notre sollicitation.
Mesdames, Messieurs, cette émission se poursuit avant de recevoir Sori Kaba Diakité depuis le Mali. Je vous propose de suivre la rencontre entre Kadri Désiré Ouedraoga, président de la mission d'observation de la CEDEAO au Mali, et le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI Mali. La CENI est une des chevilles ouvrières de l'organisation des élections. Et en tant que chef de la mission d'observation de la CEDEAO, il nous a paru utile de venir échanger avec le président de la CENI pour d'abord en savoir plus sur l'état d'organisation des élections et évoquer avec lui un certain nombre de points qui pourraient être perçus comme des préoccupations. Nous avons effectivement échangé un tour sur l'ensemble des défis, les défis sécuritaires notamment, aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés. Alors, nous savons aujourd'hui que beaucoup d'efforts ont été faits dans la stabilisation des zones qui étaient constamment perturbées. Mais j'ai dit, la situation, elle peut être fluctuante et que personne aujourd'hui ne peut donner la certitude que dans telle commune on va voter, dans telle commune on ne va pas voter. Alors, retour sur ce plateau pour recevoir Sori Kaba Diakité. Il est déjà en ligne. Sori Kaba Diakité est journaliste dans la presse privée malienne. Il est en ligne pour nous parler de la présidentielle. Monsieur Kaba Diakité, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment de l'autre côté du Mali? C'est plutôt une ambiance bon enfant. Les différents états-majors ont donné ce qu'ils pouvaient lors de ces premières campagnes pour le premier tour. Et cela s'est traduit dans les différentes manifestations à travers le pays. Il y a également cet engouement-là perceptible au sein de l'opinion nationale malienne. Les populations sont décidées, les gens sont décidés à aller voter. Et cela dénote également de la vitalité de la démocratie malienne. Si vous faites référence au taux de retrait des cartes d'électeurs, cela est vraiment encourageant. Ça montre que les gens ont vraiment envie de s'exprimer le dimanche. Et au sein de la population, dites-nous, à la fin de la campagne électorale, qu'est-ce qui est quand même en train de se dessiner? Alors, il se dessine que les populations maliennes ont envie d'aller s'exprimer. Vous savez, la vitalité d'une démocratie se traduit à travers le vote. Et aujourd'hui, les Maliennes et les Maliens sont décidés à porter leur voix, à montrer ce qu'ils ont sur le cœur, à traduire cela dans leur vote. Et cela est perceptible partout sur l'ensemble du territoire national. À regarder seulement le taux record de retrait des cartes d'électeurs, cela montre à suffisance que les populations maliennes ont envie de s'exprimer. Quel est l'engouement au sein de la communauté? Est-ce que les gens sont quand même intéressés par ce vote? L'engouement est réel, hein? Il est perceptible partout, de Bamako à Kidal, en passant par Kaï, partout où vous allez trouver vraiment de l'ambiance électorale. Les gens ont compris que c'est plutôt une fête électorale. Le vote est l'expression citoyenne et cela doit se faire dans le calme, dans la sérénité et surtout avec beaucoup de bon sens. Le peuple malien est un peuple aguerri, est un peuple sage et je crois que cela se fera sentir le dimanche prochain. Les Maliens iront voter massivement dans le calme et dans la sérénité. Cela est perceptible d'ores et déjà et nous ne pouvons que souhaiter bon vote à chaque Malienne et à chaque Malien et que la vitalité de la démocratie malienne se fasse parler d'elle-même encore une fois comme cela a de tout le temps été. Et voilà, ça sera tout pour cette émission spéciale Mali. Nous vous avons fait le point de l'actualité en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Nous avons reçu pour vous par téléphone Issaga Campo. Il est expert électoral, il est ancien vice-président de la commission électorale nationale indépendante. Il est également enseignant, chercheur de l'autre côté du Mali. Et nous avons reçu également pour vous Sori Kaba Diakité, journaliste malien dans la presse privée. Mesdames, Messieurs,
nous vous tiendrons informés de l'essentiel. Merci de nous avoir suivis sur Canal 3 CEDEAO.